Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Transe hypnotique, transe chamanique, transe de méditation, transe extatique, transe médiumnique ou encore transe de possession et bien d'autres transes. Comment ces états alternatifs sont autant de possibles et que peuvent-ils nous apporter à titre individuel ou collectif? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. Et j'ai l'honneur d'accueillir Antoine Bioy. Bonjour. Grand spécialiste de la transe dans tous ses états. Je vais essayer de répondre à ces qualificatifs. Voilà. Et donc, vous êtes psychologue, docteur en psychologie et psychopathologie. Et depuis 2017, vous avez intégré le laboratoire qui étudie la transe comme un objet scientifique qui s'appelle Nouvelles pratiques de santé. C'est l'axe d'un laboratoire auquel je suis, absolument. Donc, quand la transe est un objet scientifique, est-ce que ça a une idée, l'idée sous-jacente de changer le monde? Alors non, pas vraiment. En fait, on va prendre un fait. Ici, c'est effectivement la transe. Et puis, le fait existe. Des personnes nous en décrivent soit des bienfaits, soit au contraire des choses qui leur permettent de changer, pas toujours en bien. Il y a parfois des phénomènes plus surprenants qui vont apparaître. Et donc, on va simplement s'occuper du fait et puis de regarder un peu ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de prérequis sur le qualificatif, positif ou négatif derrière. Il y a ce que nous en disent les gens. Et on va aller rentrer un peu plus dans le phénomène pour pouvoir à la fois voir ce que l'on peut en comprendre et aussi voir ce que les personnes peuvent en bénéficier si jamais, effectivement, il y a des bénéfices à pouvoir en tirer. En Occident, la transe a été mal considérée comme une pathologie encore récemment. Oui, en fait, le terme de transe est un terme qui fait peur, y compris en anthropologie, alors qu'on pourrait penser qu'en anthropologie, les choses sont plus ouvertes là-dessus. En fait, c'était souvent perçu comme étant quelque chose d'un peu indigène sur le côté, et puis quelque chose d'un petit peu impur également. Et en fait, le terme de transe va désigner des pratiques qui sont à la fois des pratiques plurielles, mais aussi des pratiques assez fascinantes, dont en partie dans le champ thérapeutique est celui qui va m'intéresser. Et donc l'idée à la fois de la démarche que je mène depuis quelques années avec des collègues, que l'on retrouve notamment dans l'ouvrage chez Duno, c'est précisément de pouvoir légitimer ce terme-là de transe en tant qu'objet scientifique et de voir un petit peu comment l'aborder. Mais il est vrai qu'il y a encore quelques années, notamment lorsque l'on allait voir les personnes qui avaient l'un des états que vous citiez tout à l'heure en introduction, ils étaient forcément psychotiques ou ils vivaient forcément quelque chose de l'ordre de la pathologie. Oui, vous parlez de la transe chamanique en fait, c'est ça? Notamment chamanique, mais même les phénomènes de possession, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de pathologie. Il y a évidemment des transes pathologiques qui existent, mais toutes les transes, fort heureusement, ne sont pas pathologiques et donc on ne peut pas immédiatement dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'anormalité qui va s'y jouer. Entre deux mondes, Entre cet espace que certains nomment l'invisible, les défunts, nos envolées, il est possible d'y recevoir des messages des signes, des images. et des visions. Entre deux mondes, Entre médiumnité et voyance, c'est ce voyage que nous vous proposons. lors d'une série de conférences exceptionnelles. Ce voyage unique entre deux mondes est à votre portée sur abctalk.fr. pour réserver vos places. On a vraiment hâte de partager De si belles émotions ensemble. entre deux mondes. Ce qu'on apprend dans le grand livre des transes, qui est la Bible en fait, sur les transes, que vous co-signez, enfin que vous dirigez, que vous co-signez, et qui est sorti chez Duno, on apprend que la transe est culturelle. Oui, il y a effectivement cette particularité de la transe qui est que c'est a priori une disposition qui est une disposition universelle, puisque c'est un état de conscience que l'on va appeler maintenant non ordinaire. Mais les pourtours qu'il va avoir, la présentation qu'il va y avoir est une présentation culturelle.
Si j'essaie d'illustrer un petit peu les choses, ça veut dire qu'en hypnose, il va y avoir une manifestation de transe particulière. Dans le chamanisme dont vous parliez tout à l'heure, vraiment très culturellement ancré, il va y avoir une autre manifestation qui va être présente. Dans la transe médiumnique, encore une autre. Et très probablement qu'il s'agit en fait de la même disposition d'une personne, mais qui va être orientée selon sa culture, et puis d'autres également dimensions, l'intention, le contexte, etc. Et c'est ce qu'il y a de difficile et de fascinant dans cet objet-là d'étude, c'est qu'à la fois, il y a quelque chose qui concerne énormément de situations, et la culture vient également lui donner une saveur particulière. Il faut la considérer, mais ça donne aussi un caractère pluriel dans lequel il est difficile d'aller parfois. Et donc, il y a des ingrédients qui sont communs à toutes ces transes. Est-ce qu'on peut simplement les citer pour les personnes qui connaissent moins bien la transe? On peut dire, pour essayer de faire des grandes classifications, qu'il y a d'une part les trans spontanées et les trans provoquées. Trans spontanées, alors ça n'arrive pas chez tout le monde, mais les trans spontanées, c'est parfois à un moment donné le fait d'être saisi par une expérience que l'on va avoir. Et puis il y a des manifestations dont on parlera certainement tout à l'heure. Et il y a donc les trans provoquées. Les trans provoquées, ce sont celles que l'on va connaître souvent dans des dispositifs en santé ou bien dans des pratiques de bien-être, parfois des pratiques philosophiques, notamment la méditation, si on exclut la méditation de pleine conscience, qui est en lien aussi avec le thérapeutique. Et dans ces trans qui sont des trans, j'allais dire construites, en tout cas provoquées, il y a effectivement un certain nombre d'ingrédients. D'abord, il faut un inducteur, il faut Alors, un espace. développons un petit peu. Donc, l'inducteur, c'est ce qui va nous permettre d'entrer dans cet état de transe, le déclencheur en quelque sorte. Ça va être le déclencheur, c'est l'ouverture d'un rituel en fait. C'est-à-dire qu'on choisit un moment dans lequel on souhaite vivre un espace différent, on souhaite que son corps aille des éprouvés qui vont être différents, et puis on va s'aider soit de rythmes particuliers, soit d'une musique, soit d'odeurs particulières. Oui, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, il y aura un moment d'hypnose tout à l'heure, basé Absolument. sur les huiles essentielles. Absolument. On ouais, est ouais. en aromathérapie. Ouais. Donc voilà, on va faire hypnose aromathérapie tout à l'heure. Voir un petit peu comment on pratique ça. Ça peut être un inducteur hypnotique, qui sont aussi des rituels, bien sûr. Hein. Le fait de se repositionner, de fermer les yeux, etc., c'est aussi un inducteur. Donc c'est l'ouverture d'un rite particulier, d'un rituel, qui est une façon qu'a l'individu de se dire « Ok, j'ouvre un espace qui est un espace différent dans ma façon habituelle de percevoir les choses. » Ensuite, il va y avoir un déroulé. Ce déroulé, il va être fonction de ce que l'on souhaite en faire. Est-ce que l'on souhaite faire une séance d'auto-hypnose? Est-ce que l'on souhaite faire une séance dans laquelle on va laisser plutôt une dimension plus créative être là, voire intuitive, qui va être présente? Est-ce que c'est un moment simplement bien-être pour pouvoir se regrouper ou autre chose? Donc là, il va y avoir un corps, j'allais dire, de la transe qui dépend vraiment de ce que la personne souhaite en faire. Et puis, il y a une sortie de rituel dans laquelle la personne met généralement du mouvement, c'est-à-dire retrouve une façon commune de pouvoir vivre l'environnement dans lequel il se trouve, et c'est une réinscription. Ce qui est quand même un élément qui est important, c'est le fait de dire que la transe ne peut pas être un moment ordinaire et commun. L'état dans lequel nous sommes actuellement, c'est que vous avez la gentillesse de m'écouter. Je suis complètement en transe en fait. Avec le mouvement des mains, comme ça. J'essaie de me concentrer un petit peu sur ce que je dis, de mobiliser mes idées. Et en fait, on est dans un état de conscience qui, malgré tout, est assez vigile, et c'est le commun de tout le monde. Les états de transe sont des moments qui sont des moments transitoires dans la vie de la personne. C'est pas le commun, donc il faut bien en revenir à un moment donné, y compris dans les transes pathologiques d'ailleurs. Quelqu'un qui est dans la pathologie n'y est jamais totalement. Alors quand on explique la transe par des moments justement d'hyperfocalisation, comme maintenant dans cette émission où on est absorbé finalement par ce qu'on raconte et on oublie un petit peu la vie ordinaire, c'est pas vraiment un état de transe. C'est un état de transe ordinaire, on va dire. L'absorption, en fait, ne suffit pas pour qu'il y ait un état de transe. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un état de conscience ordinaire, c'est le fait de dire, évidemment, que les états de conscience sont tous différents. William James, au début du XXe, donnait cette image qui est très connue du flot de la rivière. Et effectivement, la conscience, c'est ce flot de la rivière, c'est-à-dire qu'il y a toujours de la queue, il y a toujours de l'eau qui est présente, il y a toujours une trajectoire, mais il y a malgré tout un rythme qui peut être différent, etc. Donc la conscience est une rivière, donc effectivement, les états de conscience varient tout le temps. Ce que l'on va appeler état de transe, état non ordinaire de conscience, c'est lorsqu'intervient ce que j'ai appelé dans mes travaux une brusquerie, c'est-à-dire le fait que la personne se trouve
tout d'un coup délogée de ce qu'elle est en train de faire. Alors, généralement, c'est un mouvement qui peut être soudain. Dans les trans spontanés de tout à l'heure, tout d'un coup, c'est un moment dans lequel la personne a un sentiment d'étrangeté par rapport à son environnement. Ça peut être tout à fait une alarme. Si, par exemple, ici, il y avait une alarme incendie qui se déclenchait alors qu'elle n'est pas attendue, on aurait ce moment de brusquerie. Ça peut être une brusquerie beaucoup plus en lien avec quelque chose de plus dramatique, comme l'accident de voiture qui peut être présent. Mais en tout cas, il y a un élément de brusquerie. Et cet élément de brusquerie fait passer dans un état de conscience non ordinaire. Et c'est là qu'il va y avoir une orientation qui va être différente. Soit il ne va pas grand-chose, on ne va pas en faire grand-chose, et auquel cas l'état de transe va se dissoudre. Soit on va l'entretenir d'une certaine façon, dans le cas de l'hypnose, la méditation, des séances de chamanisme, etc. C'est-à-dire que l'on va mettre en place précisément, prolonger des rituels qui vont permettre de pouvoir en faire quelque chose. Soit dans le cas de la pathologie, eh bien, lorsqu'il y a cette transe spontanée négative qui va apparaître, eh bien, l'individu va essayer de pouvoir s'adapter à ce moment, à cet événement-là. Et là, tout dépend du type de contexte dont on est en train de parler. Vous êtes un spécialiste aussi de la dissociation, j'allais dire aussi de la dissociation dans tous ces états, donc la dissociation classique, ordinaire, et la dissociation jusqu'à la dissociation pathologique. En fait, il ne peut pas y avoir de transe sans dissociation. Quelqu'un qui est en état transe, c'est quelqu'un qui a ce moment de brusquerie, et puis son attention est comme tout d'un coup suspendue. Vous avez 3 phénomènes qui apparaissent, les 2 premiers sont plus évidents, le 3e n'est pas toujours évident à identifier. Dépersonnalisation, c'est-à-dire la personne n'a plus un sentiment d'étrangeté par rapport à son corps, à ce qu'elle pense, à soi-même. Déréalisation, tout d'un coup, j'ai un sentiment d'étrangeté par rapport à mon environnement. Je ne le reconnais plus vraiment, ou en tout cas, je suis en train de me demander ce que je fais là, ou ce que je suis en train de vivre dans cet environnement-là. Et le 3e, c'est l'amnésie. L'amnésie peut être transitoire, elle peut être un peu plus longue également, mais globalement, ce sont les 3 caractéristiques, et c'est surtout les 2 premières qui permettent de pouvoir caractériser un état de transe. Et ça, c'est de la dissociation. C'est-à-dire le fait d'être à la fois dans mon environnement commun et la personne que je suis depuis quelques dizaines d'années. Et à certains moments, je peux aussi me sentir étranger à moi-même et étranger à mon environnement. Et donc, il ne peut pas y avoir de transe sans dissociation. La dissociation, l'absorption dont on parlait tout à l'heure sont des ingrédients qui font partie de ce que l'on étudie en recherche. Donc, dans ce laboratoire de recherche qui contient le mot santé pour les nouvelles pratiques de santé, quelles sont les applications qu'on a déjà en fait par rapport à la santé? Alors, le laboratoire est un laboratoire qui est un peu plus important, qui s'appelle Psychopathologie et processus de changement. La raison pour laquelle je le précise, c'est que, particulièrement dans les travaux que je mène, ce qui va m'intéresser, c'est quand est-ce qu'il y a des processus de changement. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un état de transe, à quelles conditions la personne va changer dans son existence? Et la deuxième question que je me pose, c'est peut-il y avoir un changement thérapeutique sans qu'il y ait un état de transe? C'est vraiment les 2 questions qui mènent mes travaux. Et à l'intérieur, il y a effectivement cette thématique, cet axe que vous citez, c'est-à-dire ce qui a été appelé, lorsque je suis arrivé dans le laboratoire en 2017, les nouvelles pratiques en santé, c'est-à-dire ce sont ces pratiques qui sont des pratiques pas toujours émergentes. L'hypnose n'est pas vraiment émergent, la méditation non plus, l'aromathérapie non plus, etc., etc. Mais pour lesquelles il y a en tout cas un engouement en termes scientifiques et un niveau de preuve scientifique que l'on peut maintenant mettre sur la table en disant là, c'est pas simplement un fait, mais on peut déjà en dire quelque chose. Et donc, effectivement, la deuxième partie n'est pas simplement donc, les universités et les travaux de recherche, ce sont les applications. Et donc, ce sont des pratiques que l'on connaît, c'est le MDR, ce sont les techniques donc, de mouvement oculaire avec les thérapeutiques, c'est l'ICV qui est une pratique dans le champ du trauma, il y a l'hypnose que je viens de citer, il y a la respiration holotropique, ce sont tous ces états-là dans lesquels il y a un état de conscience non ordinaire que l'on va utiliser ou qui va être présent, qui va susciter le changement, mais pas toujours. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu votre cheval de bataille de dire Absolument. La transe est un élément nécessaire et puis il n'y a pas de changement sans transe, mais ce n'est pas un élément qui va déclencher le changement. Il faut autre chose pour pouvoir déclencher un changement. C'est en tout cas, c'est le fait de dire, quand on regarde d'ailleurs toutes les modalités thérapeutiques ou psychothérapeutiques, globalement, chez un individu, quand on est dans un suivi avec un thérapeute qui est un peu costaud, vous avez 70% d'amélioration, 20% de stagnation et 10% de péjoration. Donc,
tout ne fonctionne pas tout le temps à 100%, quelle que 10% soit de péjoration, mais dis donc. C'est beaucoup pour les personnes qui connaissent ça. Parfois, c'est le contexte, le moment où la pratique qui n'est pas bonne. Ça reste peu par rapport à d'autres pratiques en santé. Mais effectivement, le 100% n'existe pas. Et donc la question, elle est, qu'est-ce qui fait que l'on est dans les 70%? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence entre le 70, le 20 et le 10? Et donc, c'est effectivement d'aller voir ça. Alors, d'aller voir ça, c'est-à-dire que vous étudiez comment travaillent certains thérapeutes? Et forcément, également le lien avec les patients. C'est-à-dire que dans les recherches que je mène, ce n'est jamais que le patient ou que le thérapeute, c'est toujours l'interaction entre les deux. À la fois dans les représentations que chacun peut avoir de ce qui s'est passé, mais aussi parce que ce qu'on appelle les moments intenses, c'est-à-dire précisément ces moments de transe dans lesquels il se passe quelque chose, n'est pas toujours perçu au même endroit, en fait, que l'on soit thérapeute ou que l'on soit le patient. Il y a d'autres critères, c'est une publication d'il y a quelques mois que j'ai fait paraître, qui sont présents, notamment que le thérapeute a plutôt tendance à se méjuger, c'est-à-dire à sous-évaluer son niveau d'efficacité sur le symptôme et la qualité du lien avec les autres. Voilà, il y a d'autres critères qui interviennent et qui fait que ce qui va m'intéresser, c'est vraiment l'interaction entre les deux. Mais il y a cette particularité, je ne sais pas si elle est spécifique aux pratiques de transe, mais en tout cas, elle se retrouve dans les transes, que souvent les thérapeutes confondent les moments de transe avec les moments de changement thérapeutique. Ils considèrent qu'à partir du moment où il y a eu une transe intense, forcément, derrière, la personne va changer. Or, précisément, quand on va voir un petit peu comment les choses se passent, ce n'est pas toujours le cas. Donc la transe est un outil, est un état nécessaire, mais ce n'est pas ça qui va générer le changement. Ça semble être un point d'étape. Alors, je n'ai pas encore la réponse définitive, est-ce que c'est absolument nécessaire, mais c'est une hypothèse de travail, en effet. Mais effectivement, le fait de dire, en fait, les deux ne sont pas collés. Et il y a parfois des transes qui vont être des transes assez légères, mais pour lesquelles il va y avoir un impact très important sur la personne. Et au contraire, il va y avoir des transes qui vont être des moments extrêmement intenses, très régressifs de la personne, avec vraiment des vécus dans lesquels le patient aura l'impression qu'il a complètement perdu le contrôle de lui-même, de ce qu'il faisait, etc. Et donc très surpris de ce qui a été vécu, mais qui seront, pardon de l'image, des moments montagnes russes, quoi. C'est-à-dire, j'ai passé un très bon moment dans cet espace, voilà, mais en même temps, derrière, je n'ai pas su en faire autre chose. Et notamment, mais je sais que ça existe quand même. Je sais que ça existe. C'est que pour les personnes, par exemple, extrêmement stressées, si elles connaissent un état de transe où il y a simplement une relaxation, pour elles peuvent se dire, au moins ça existe, je suis capable de le produire, en fait. Oui, ça peut être tout à fait un point d'étape. Il y a, alors c'est assez présent en hypnose, peut-être moins dans d'autres pratiques, mais là aussi il y a un faux ami qui est de considérer qu'on fait une séance d'hypnose, on demande poliment à la personne après comment ça s'est passé ou de quoi avez-vous fait l'expérience, mais on ne fait pas parler à la personne. Et ça, pour le coup, c'est assez atypique. C'est-à-dire que dans les pratiques qui utilisent les trans, vous avez comme ça des choses que l'on retrouve. On retrouve par exemple l'idée que les pratiques de trans induisent forcément que le thérapeute soit lui-même en trans. Un niveau de trans moins important que celui du patient, bien sûr, il faut qu'il y en ait un qui guide. Alors attendez. À quoi ça sert que le thérapeute soit en trans lui-même? Pour augmenter ses perceptions. C'est-à-dire que ce qu'il va demander au patient doit être la même chose pour lui. Il a son background, il a sa formation, il a son expérience, il a sa pratique. Mais si c'est trop au niveau du cerveau, il lâche le domaine de la créativité et de l'intuition. Donc ça veut dire que tout à l'heure, pendant le moment d'hypnose où je vais peut-être respirer un parfum particulier, Antoine, tu seras aussi en transe avec moi alors? Je vais forcément accompagner avec un moment de transe, oui, absolument. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très présent. Alors, on le retrouve notamment aussi dans les écrits d'Erikson, ou plutôt dans ce que disent les disciples d'Erikson à propos d'Erikson. Erikson disait à ses disciples, notamment quand il était en situation de blocage par rapport à un patient, lorsqu'il n'avait pas d'idée de ce qu'il fallait faire, il se mettait lui-même en auto-hypnose pour laisser dans son vocable à lui, son inconscient faire les choses. Et donc se mettre en transe, en fait, pour le thérapeute, fait partie de la pratique de transe. Et il y a comme ça un certain nombre de choses que l'on retrouve, et l'idée aussi, ou plutôt la pratique aussi, notamment héritée des pratiques traditionnelles, que si on repart sur les pratiques chamaniques de tout à l'heure, le chaman ne fait pas que mener un rituel. Le chaman derrière, il pose une parole sur le rituel, il raconte à la personne quelle est son histoire ou l'histoire de sa famille, c'est-à-dire il réinscrit la personne dans un environnement et dans un environnement
j'allais dire, dans son écosystème, y compris la famille. Mais il y a un temps de parole qui est mis dessus. Et ça, parfois, notamment en hypnose, on a perdu cette notion-là. C'est-à-dire, on considère que la transe hypnotique suffit et qu'il faut surtout pas y aller, alors même que ce temps de narration derrière est quelque chose qui a été démontré comme étant ce qui va permettre à une personne de pouvoir, alors ce que j'appelle moi, reconstruire sa mythologie personnelle, c'est-à-dire de pouvoir lui-même se repositionner dans l'existence. Dans un récit personnel, et dans un finalement, récit personnel, de se réinventer. Qui le redéfinit et qui lui permet de se reconnecter. Absolument. Et donc la transe n'est pas qu'un prétexte, mais la transe seule, dans la majorité des cas, ne suffit pas pour qu'il se passe quelque chose. Oui, c'est un outil de travail, on va dire. C'est un outil de travail, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce n'est pas simplement un prétexte, c'est-à-dire, c'est pas comme si, par exemple, on demande à la personne de ramener 3 photos et de lui dire finalement, mettez-moi des mots sur l'une des photos. C'est-à-dire que cette participation du corps, des percepts, de la sensation, ce moment de brusquerie dans lequel la personne sort de son sens commun, de sa façon habituelle d'être au monde, pour pouvoir s'ouvrir sur d'autres façons d'être présent, semble néanmoins nécessaire pour que derrière, il puisse y avoir cette parole et cette reconstruction. Cette intégration, finalement, Totalement. voilà, de ce qui s'est passé. Alors, je reprends un peu votre ouvrage et je vais citer une phrase assez connue. « Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort. C'est faux de dire « je pense ». Il faut dire « on me pense »,« je est un autre ». Alors, on a reconnu Arthur Rimbaud. Alors, il faut de la souffrance pour arriver à la transe, un dérèglement de tous les sens. Oui. Oui. C'est lorsque, au premier cours que je donne sur les trans, au DUD, des trans que j'ai mis en place sur parce que sur vous êtes Paris 8. professeur, vous avez créé un diplôme universitaire. Oui, sur les trans à Paris 8. Sur les trans à Paris 8, donc voilà. Et au premier cours, en fait, je pars de cette définition, qui est une définition qui est poétique, mais qui n'est pas que poétique. C'est-à-dire qu'on retrouve quand même dans cette lettre à Isambard de Rimbaud tous les ingrédients en fait de ce qu'est la transe. Et il y a cette notion effectivement de souffrance. Alors, on peut évidemment partir sur les récits que l'on connaît, de maladies originaires, des thérapeutes traditionnels, à La Réunion, le chamanisme mongol dont on parlait tout à l'heure, etc. C'est-à-dire que lorsque l'on va voir un petit peu les parcours de vie des thérapeutes traditionnels, il y a à un moment donné ce moment de cassure, un moment de cassure généralement c'est tout le temps qui confronte à la mort. S'il n'y a pas cette confrontation à la mort, en fait, le thérapeute traditionnel n'est pas thérapeute traditionnel, c'est pas quelque chose juste qui est générationnel. Il faut cette expérience. C'est ceux qui sont fêlés, qui laissent passer la lumière, c'est ça? Oui, on peut le dire poétiquement comme ça. C'est pas toujours poétique. Pour eux, moi, je reçois donc j'ai ma consultation hospitalière. À côté, j'ai une autre consultation où précisément je reçois beaucoup, très essentiellement, des personnes qui ont ces trans spontanés dont je parlais tout à l'heure et qui sont des moments de dérèglement extrêmement importants dans leur vie. J'essaie de voir d'abord s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la pathologie, parce qu'il peut y avoir parfois effectivement un déclenchement pathologique qui est présent. Donc il y a un moment diagnostique. Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer, c'est autre chose. Et ce moment de fêlure qui est présent, avant que ça laisse passer la lumière, eh ben, la personne essaie plutôt soit de détourner le regard, soit d'essayer de boucher les bords, et du coup, ça passe ailleurs. Et donc, il y a des dérèglements assez importants qui vont être présents. Mais la confrontation à la mort est une notion importante. Le terme de transe, d'ailleurs, a 2 étymologies. La première étymologie, qui est la plus connue, c'est celle de passage. Passer d'un état en l'autre, être dans la transe. Le deuxième, c'est le terme de mort. Être transi de froid, c'est mourir de froid, et c'est la même origine étymologique. C'est-à-dire que peut-être qu'on on aura le temps peut-être d'en parler tout à l'heure, mais la transe est aussi thérapeutique parce qu'il y a cette question de la mort qui est présente. Il y a cette confrontation à la finitude qui va être là. C'est-à-dire que les suivis thérapeutiques, pour qu'ils soient thérapeutiques, alors est-ce que c'est tous ou pas tous, c'est à voir, confrontent également à quelque chose de l'ordre d'une limite personnelle, à la question de la finitude. Les thérapeutes le connaissent, c'est cette maladie originaire. Les patients parfois sont amenés à le connaître ou à le vivre. C'est quoi cette maladie originaire? C'est dans l'histoire de vie. C'est dans l'histoire de vie. Vous avez soit effectivement quelque chose alors on dirait de viral, très très présent, où la personne vraiment se confronte à la mort. Soit parfois c'est un accident, soit parfois c'est ritualisé. Vous avez parfois des rituels de passage qui permettent de devenir thérapeute et qui confrontent à cette dimension-là. Et donc pour reprendre vraiment la question initiale, doit-il y avoir souffrance? C'est en tout cas
faire avec sa souffrance. Pour être thérapeute, il n'y a pas besoin d'avoir vécu, c'est un moment de cassure très important, même si ça se rencontre chez les thérapeutes originaires. Mais en tout cas, il y Le a... moment de cassure ne suffit pas non plus, à contrario. Pardon ? Il ne suffit pas d'avoir un moment de cassure pour devenir Non, thérapeute. bien sûr. On peut le refuser aussi et ça ne suffit pas non plus. Mais parfois, parfois, effectivement, des personnes peuvent se convaincre que parce qu'ils ont connu ça, du coup, il y a quelque chose dont ils doivent faire du côté du thérapeutique. C'est souvent plus complexe que ça. Mais en tout cas, faire avec sa souffrance, oui, c'est sûr, de pouvoir la dompter. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui excède les savoirs que l'on a sur la transe. C'est-à-dire que lorsque l'on souhaite devenir psychothérapeute, c'est toute la question du parcours personnel, éventuellement de la supervision, c'est-à-dire de pouvoir mettre des mots, un vécu, de temps en temps une compréhension aussi, sur sa propre histoire et de pouvoir se donner des points de repère qui vont permettre à une personne de pouvoir ensuite accompagner l'autre dans un éventail de possibles plus important. Alors, on va revenir à cette transe de possession. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ça, la transe de possession ? Alors, on va l'aborder de deux façons différentes. Par laquelle je commence La culturelle. La culturelle, et ensuite je parlerai des mécanismes psychologiques. La transe de possession, c'est dans différentes cultures, alors évidemment, différentes cultures, autant on pense au Moyen-Âge pour l'histoire, mais c'est évidemment la possession que l'on peut avoir aussi dans d'autres cultures, sur d'autres continents. C'est le fait que la personne ait l'impression, est-ce que c'est vrai ou pas, là la science n'en dira rien. Pour On l'instant, décrit- même dans votre laboratoire de recherche, vous n'êtes pas là-dessus ? En fait, je m'intéresse à ce qui est observable, mais on ne peut pas dire ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que la science, en fait, c'est une méthodologie. Plus qu'une somme de savoir, en fait, c'est une démarche méthodologique. Et donc, lorsque quelqu'un vient, par exemple, en disant bah, « j'ai connu un moment de possession », ça ne va jamais être dit comme ça, mais là, je schématise. La question auquel je ne répondrai jamais, c'est est-ce que réellement la personne a été possédée ou pas ? Ce qui va m'intéresser, c'est les conditions dans lesquelles les choses ont été vécues, ce qui a été vécu, et ce que la personne peut en faire. Ensuite, le fait de savoir si la personne a été réellement possédée ou pas, j'allais presque dire que c'est un empêchement scientifique et même thérapeutique. Bon. Mais en tout cas, on peut accompagner quelqu'un sans avoir besoin de répondre à cette question-là, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, il y a l'aspect culturel où la personne semble, à un moment donné, avoir été complètement dépossédée d'elle-même. Et possédé par autre chose. Et possédé par autre chose, un esprit ou son équivalent. Un ancêtre peut être considéré aussi comme étant un esprit, donc et être possédé par quelque chose pendant un moment. Ce qui est plutôt l'antithèse de la démarche thérapeutique. Si on prend la méditation ou l'hypnose, où en fait on ne s'absente pas. Au contraire, on va chercher à être plus présent dans ce qui est là. Donc les moments de possession sont plutôt perçus comme étant des moments antithérapeutiques, c'est-à-dire des moments encombrants ou qui sont des gênes pour les personnes. Et oui, ce sont bien sûr des moments de transe particuliers. Ça peut être des choses qui sont très actuelles et pas forcément dans d'autres cultures. Dans une part de mon activité, je supervise également des collègues psychologues qui travaillent avec des prêtres, puisque depuis Jean-Paul II, si ma mémoire est bonne, Jean-Paul II a remis en place les prêtres exorciseurs dans différents coins du monde, et donc ils ne pratiquent pas comme ils pratiquaient autrefois, et ils pratiquent maintenant généralement avec avec un psy. D'accord. C'est psychiatres ou psychologues ou parfois psychanalystes qui peuvent être là et qui donnent aussi une certaine orientation. Et donc il y a des personnes que je supervise, des psys que je supervise dans cette activité-là. Et donc on est en 2025 maintenant, et dans lesquels ça existe également en France. C'est-à-dire que la possession n'est pas quelque chose qui est réservé à d'autres époques ou à d'autres cultures. Oui, bien sûr, ouais. C'est des choses que les personnes ont parfois l'impression de connaître. Deuxième aspect, quels sont les mécanismes derrière ? Il y en a un qu'on a identifié, c'est que lorsqu'il y a une montée émotionnelle puissante et intense, à ce moment-là, le sentiment de possession intervient. C'est-à-dire que ce qui va provoquer le sentiment de possession, c'est lorsque le contexte, parfois c'est un contexte spontané, parfois c'est l'utilisation de bruits importants,
d'encens, de fatigue, de fumigation, fait que à un moment donné, la personne est prise en fait par une émotion intense, et l'émotion en fait n'arrive pas à juguler. C'est-à-dire l'émotion est intense si rapidement que la personne a l'impression que quelque chose sort de son corps, mais comme elle est toujours en partie présente, elle a aussi l'impression que C'est quelque chose étrange. a pris. Voilà. Ouais. Et il n'y a pas en fait de phénomène de possession dans lequel ce pic émotionnel ne soit pas le préalable. Alors ensuite, si jamais la personne dit en avoir vécu plusieurs régulièrement, ça peut être autre chose, mais en tout cas, dans les trans spontanés et dans les phénomènes de possession comme ça spontanés ou bien ritualisés, c'est vraiment ce pic d'émotion qui est rapidement intense, qui fait que la personne a l'impression de perdre totalement le contrôle d'elle-même, et dans sa rationalité presque inconsciente, a l'impression du coup que quelque chose a pris possession de son corps. Et donc l'idée d'aller voir un prêtre exorciste pour justement se débarrasser de cette chose étrange Oui, et et ce qui est- envahissante. oui, j'allais presque dire la beauté de la chose, c'est qu'en fait, les prêtres exorciseurs font assez peu d'exorcismes. C'est-à-dire que ils ont quand même acquis au fil du temps une visibilité sur combien la religion et les pratiques religieuses peuvent aussi être parfois le recours à des choses sur lesquelles il est difficile de porter un terme ou un nom, mais qui ne relèvent pas forcément de la croyance religieuse. Donc, sur 10 demandes, il y en a quand même, en tout cas, des pratiques que je connais, il y en a quand même très très peu qui donnent lieu à des exorcismes. Puis, Mais je en crois que fait, j'en dans la parle. religion chrétienne, c'est-à-dire que si on a un problème de possession, c'est le malin est là. Le diable est là, c'est le diable qui est là en fait. Oui, c'est le diable ou l'un de ses visages, oui, absolument. C'est dans cette dimension-là. Ensuite, je crois que j'en parle dans le livre, mais je regrette qu'ils aient changé la prière de l'exorcisme, parce que Ah je oui. la trouvais très bien avant, parce qu'elle était très directive. Il y avait vraiment un rapport de force que je trouvais, en fait, pertinent culturellement. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose. C'est comme si finalement le démon était venu squatter un espace qui est le corps. Et ben à un moment donné, il faut affronter le démon, quoi. Et puis ils ont changé la prière, ils ont fait quelque chose de... C'est moins ferme, c'est moins autoritaire. Oui, et puis c'est devenu plus doux, plus matiné, presque un peu méditatif, etc. Et je trouve que symboliquement, en tout cas, cette prière a, me semble-t-il, perdu en intensité en Mais faisant en ça. tout cas, l'idée, c'est que ça s'en aille. Alors, dans la nouvelle prière... Mais de votre côté, vous, en psychopathologie ou en non, psychologie, l'idée, c'est que la personne en fasse quelque chose. C'est ce qui va faire la différence précisément entre mon métier et puis le métier du prêtre. C'est que je vais pas forcément chercher même pas du tout, à virer le démon, mais par contre à me dire, ok, cette expérience, elle correspond à quoi et comment est-ce que je peux aider la personne à en faire quelque chose. Voilà. Ça me paraît, enfin, c'est plus dans l'axe de mon travail. et vous êtes vous-même appelé parfois à faire des rituels de dépossession aussi. En fait, ce sont des rituels qui correspondent à une culture particulière. Si la personne a l'impression d'être possédée, je vais effectivement utiliser un rituel dans lequel je vais prendre des codes en fait de dépossession. Et en fait, j'ai rien inventé du tout. C'est Erickson qui va parler à l'inconscient de la personne et puis lui dire je vais te dire un secret et maintenant il faut que tu. C'est-à-dire ce sont ces pratiques dans lesquelles on va s'adresser à cette intériorité qui semble avoir pris le dessus à l'intérieur du sujet. Et parfois effectivement le fait que l'on reprenne ces codes-là, qui sont des codes qui existent dans notre culture aussi, permet aussi à la personne de pouvoir comprendre ou mettre des mots particuliers sur ce qu'elle est en train de ressentir. Grâce à vos études, quelque part, vous vous adressez à tous les praticiens qui utilisent la transe. Pour vous, il n'y a pas de distinguo entre qu'est-ce qui est correct de faire, qu'est-ce qui n'est pas correct de faire. Si, mais dans le cadre d'une culture donnée. En fait, c'est là où les choses sont aussi un peu délicates, c'est-à-dire que c'est le fait de dire il semble y avoir des invariants, et donc c'est intéressant d'aller chercher ces invariants à la fois dans l'expression et dans le changement. Et c'est le fait de ne jamais nier la culture, au contraire de dire ces pratiques-là, en fait, sont des pratiques qui sont très culturellement normées. Et donc la question, elle est, à l'intérieur d'une culture donnée, qu'est-ce qui est acceptable ou pas pour la personne et de son point de vue. Et donc, il y a des invariants sur le phénomène, il y a probablement dans des toutes les invariants de cultures, il changement. y a ces histoires de possession, en fait. Jusqu'à présent, je prétends pas du tout avoir un savoir encyclopédique, mais jusqu'à présent, les pratiques, soit que j'ai connues, soit que j'ai observées, soit dont on m'a parlé, je suis jamais tombé sur une pratique qui ne ressemble à absolument aucune autre, c'est-à-dire pour lesquelles on ne retrouve pas du tout des critères que la science a décrits comme étant là pour pouvoir provoquer de la transe ou comme étant
influençant le processus de transe. Parfois, elles sont là avant, c'est-à-dire que là aussi, les études montrent qu'il suffit que la personne croit qu'il va se passer quelque chose et qu'elle ait déjà une représentation de ce qui va se passer, voyage dans le vie antérieure, etc., pour que même si derrière la séance n'a strictement rien à voir, en fait, ces personnes-là se conditionnent pour aller dans cette direction-là et parfois même vivent ce qu'elles souhaitaient vivre indépendamment de la pratique. Donc parfois, les éléments sont au préalable de la pratique. Et lorsque l'on va voir un rituel dans les études, on ne s'arrête jamais juste à ce qui se passe pendant. On va également investiguer ce qui se passe avant, et puis ce qui se passe aussi dans la durée, et plus tard, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que la personne en a fait. Est-ce que ça peut changer c'était ma première question, mais est-ce que ça peut changer la façon dont l'homme se perçoit, en fait ? En Occident, on était coupé justement de toutes ces histoires de transe. Et le XVIIIe siècle a complètement écarté toutes les expériences. Je pense que là, il me semble que la transe a été plus domestiquée plus que ça n'a disparu. Et en fait, ça a été domestiqué de cette façon avec ce qu'on a cité tout à l'heure, l'apparition de l'hypnose, donc, notamment, c'est-à-dire l'articulation 18-19e. Vous aviez effectivement avant le siècle des Lumières, des manifestations qui étaient là présentes. Et puis vous avez l'intelligence de Franz Anton Mesmer qui a récupéré ça, qui lui a donné une théorie derrière, une forme particulière, mais qui a été présent également, y compris dans les hôpitaux. C'est assez rigolo de voir notamment ce qui s'est passé à Salpêtrière avec Charcot. Contrairement à ce que l'on pense, Charcot ne pratiquait pas lui-même les inductions hypnotiques. En fait, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui ces internes qui pratiquaient. Et les internes, on le sait par les récits biographiques, autobiographiques, allaient se former chez les magnétiseurs, chez les gens qui pratiquaient le mesmérisme. Et c'est assez drôle de voir que finalement, les signes que Charcot va décrire comme étant les signes d'hystérie vont être en fait les signes que l'on retrouvait dans la crise magnétique quelques années auparavant. Les signes de transe, quoi. Les signes de transe traditionnels, et probablement que ça a joué justement dans cette confusion, dans le tout pathologique des phénomènes de transe. Oui, donc on vient quand même de là, c'est-à-dire qu'on vient que la transe, c'est pathologique en fait. Si la transe n'est plus pathologique, du coup, on peut l'explorer plus facilement. On est venu d'un monde dans lequel la transe ne nous appartenait pas. Elle appartenait aux dieux, elle appartenait aux esprits, elle appartenait à la nature, elle appartenait à des faits qui nous échappaient, à une transe que l'on a domestiquée en le proposant sur un champ thérapeutique codifié et qui donne l'impression que tout est contrôlable scientifiquement. Alors que c'est moins évident que ça. Enfin, autant on peut bien expliquer comment l'hypnose fonctionne sur la douleur aiguë, maintenant on sait à peu près tout de comment ça fonctionne. Sur la douleur chronique, bien malin la personne qui arrivera à développer complètement un modèle dans lequel on peut être même prédictif de l'utilisation de l'hypnose sur la douleur chronique. Donc des choses nous échappent, mais on a rendu les choses saisissables scientifiquement, c'est-à-dire on l'a domestiqué. La méditation, c'est pareil. Méditation, devenue méditation de pleine conscience mindfulness, qui maintenant est en train de récupérer, via la compassion, via la méditation relationnelle, une dimension, j'allais dire, philosophique, sinon spirituelle, un peu plus importante. Mais il a fallu ce passage, en fait, où on a domestiqué la transe. Et donc, de mon point de vue, en tout cas, la transe n'a pas disparu de nos sociétés. Elle a été domestiquée, c'est-à-dire on en a fait des moments particuliers, avec des inducteurs particuliers, pour pouvoir se familiariser et accepter ces dimensions-là. Alors justement, il y a une transe, il y a la transe, alors je ne sais pas comment on prononce, AWE, la transe AWE. Oui, l'effet AO, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? On apprend ça dans votre livre. Et donc, c'est un état d'être particulier face au monde. Oui, l'effet AO, en fait, on n'a pas découvert ça avec l'étude des trans, mais effectivement, il y a des connexions très importantes avec les trans. C'est cet effet dans lequel il y a une participation de la personne avec un sentiment d'émerveillement très important et qui est un facteur de changement très important. Et donc, il a déjà été identifié avant qu'on s'intéresse aux trans. Mais ça replace l'individu par rapport au monde, en fait. Bien sûr, absolument. C'est ce travail autour que j'appelais la mythologie personnelle, c'est-à-dire l'individu, il est dans un sens commun, qui peut être gênant ou pas. En tout cas, il veut gagner quelque chose. Il va y avoir ce moment de brusquerie qui va le déloger de l'endroit où il se trouve. Et une transe est aboutie, si des choses comme ça, va être aboutie s'il y a un sentiment d'élation, d'émerveillement, d'ouverture suffisant pour qu'il se repositionne autrement dans l'expérience
avec un sentiment d'ouverture qui va être important. Donc là, pour donner un exemple, c'est on se promène dans la nature et tout d'un coup, on est émerveillé par, je sais pas, la forme d'une feuille. Ou... Mais, oui, oui. ça peut être effectivement... si on prend ce studio, vous avez énormément de choses dans ce studio, c'est très hétéroclite, avec une dominance un peu régressive, mais c'est malgré tout assez hétéroclite. On peut simplement se poser là et puis discuter, et on peut aussi considérer que cet environnement, par les choix qui est fait, capte plutôt l'attention de façon particulière. Et je peux être absorbé par beaucoup de choses jusqu'à finalement me rendre compte que sur ma droite, il y a un livre sur les synchronicités, de me rendre compte que sur ma gauche, il y a un Goldorak qui est présent, etc. Et puis de laisser mon attention complètement être portée par ce qui est en train de se passer et de reconstruire mon moment à partir de ça. Mais il n'y aura un changement thérapeutique chez moi qu'à partir du moment où cette figurine de Goldorak va me parler. Elle va me parler parce qu'elle va installer une synchronicité dans quelque chose que j'aurais pu vivre la semaine dernière ou que je vais vivre en sortant de ce studio tout à l'heure et de me dire « Waouh, tout ça a un sens ». Et le « waouh », c'est l'effet « oh » dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc tout n'est pas présent d'emblée. C'est un travail en fait, la transe. C'est pas quelque chose que la personne subit, et ça c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui est agi. Mais il faut qu'il y ait effectivement sa dimension que l'on appelle parfois d'émerveillement, c'est-à-dire ce moment où on est un peu saisi, ce que j'appelle le sentiment de brusquerie, on est un peu délogé, on est un peu comme suspendu dans ce que l'on vit, et tout d'un coup les choses se réorganisent autrement pour nous avec cet effet « ou en tout cas avec le sentiment que waouh, je vis quelque chose. Alors c'est le moment justement, Goldorak te dit Antoine, c'est le moment d'hypnose. Ah. Alors du coup, tu vas procéder, tu vas expliquer d'ailleurs comment tu vas procéder, puisque moi-même je n'en sais rien. En fait, donc je disais tout à l'heure, j'ai cette activité donc de chercheur. J'ai aussi une activité clinique, dont à l'hôpital, au CHU de Bordeaux, à l'Institut de médecine intégratif et complémentaire. On y pratique de façon importante l'hypnothérapie, la méditation de pleine présence. Ça a été le premier, et c'est toujours le premier service en France qui est dédié à ces pratiques-là à 100%. Et dans ma pratique auprès des patients, où effectivement je peux être dans une pratique, j'allais dire, orthodoxe, classique, il m'arrive de temps en temps d'utiliser des supports. Et notamment les supports que j'aime bien utiliser, c'est l'aromathérapie ou l'olfactologie. Alors, comment est-ce que le flacon est déjà débouché, donc il y a déjà quelque chose qui est présent. Il y a une effluve qui arrive, voilà. Avec un patient, quand la séance va être un peu longue, je mets juste 1 à 3 gouttes en fait sur un coton. C'est pas juste le flacon qui est ouvert, sinon effectivement ça envahit. Puis il y a des patients après qui peuvent être dérangés par cette dimension-là. Sans aller trop loin dans ce type de pratique, globalement, donc j'ai une dizaine en fait d'huiles essentielles sur l'hôpital, et donc suivant ce que je souhaite travailler, je vais proposer une huile à la personne. Et donc ce que l'on va faire là, c'est le début d'une séance, pas d'aromathérapie, d'olfactologie, c'est-à-dire d'utiliser simplement cette odeur comme étant un inducteur, si tu veux bien. Alors je vais faire la cobaye à mon grande habitude, mais chacun chez soi peut aussi prendre un flacon d'huile essentielle pour vivre la séance. Comment on peut faire Oui, en fait je ne dis jamais aux patients avant de quoi il s'agit, parce que si jamais je donne directement l'odeur, ça va monter au cerveau dans le raisonnement. Et la première étape, en fait, va être de pouvoir d'abord laisser l'odeur être présente et de pouvoir la qualifier. C'est-à-dire, est-ce que c'est une odeur qui est une odeur plutôt chaude, plutôt froide, plutôt suave, plutôt... voilà. Et donc alors, c'est frais. Tu as enlevé l'étiquette, alors ça ? Oui, j'ai enlevé l'étiquette pour... voilà. Il faut un petit peu le passer, puis ensuite tu le mets un petit peu à distance. Donc je peux la qualifier, effectivement, je reconnais cette odeur. Je dirais que c'est menthe poivrée. Et tu vois, c'est très intéressant parce que comme tu as essayé de deviner, eh bien tu t'es trompé. Ah bah très bien. Mais ce qui va être intéressant, c'est pourquoi tu as pensé à la menthe poivrée. C'est-à-dire quelles sont les fragrances. En tout cas, c'est frais. Voilà. Il y a un côté fraîcheur qui est là, effectivement. Ah, c'est peut-être de l'eucalyptus, en fait. Tu vois, oui, c'est une odeur de pin. Tu continues à te tromper puisque tu continues à essayer de réfléchir. Bon, bah, j'arrête de réfléchir, c'est ça qui est attendu. Ça va me faire des vacances. C'est effectivement d'abord de se dire, ok, est-ce que c'est acidulé? Est-ce que c'est floral? Est-ce que c'est minéral? Alors, oui, moi, alors, je vais être plus floue, mais pour moi, c'est végétal. Okay. Voilà. Et
Et c'est associé, enfin en tout cas en image qui me vient, moi je vois des pins sur la montagne. La fraîcheur dont tu parlais tout à l'heure, très bien. Mhm. Déjà des premières images qui Il y a viennent. un ours même, Ok, très bien. Il est à côté de toi. c'est ça, peut-être. Ok. Très bien, je te demande de le mettre un petit peu à distance, que là, comme justement, c'est pas sur un coton, c'est vraiment l'huile, pour pas non plus que ça soit trop présent. Je te demandais classiquement de fermer les yeux, de laisser le sentiment de fraîcheur être là, ce côté végétal qui est présent. Et puis, je te proposais également d'aller rechercher dans cette huile essentielle peut-être la dimension un peu suave qui est là, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'impose, c'est la première note que tu disais tout à l'heure de fraîcheur, et puis il y a quelque chose derrière qui est plus doux, qui est plus suave, qui est plus installé, et c'est une odeur certainement que tu as également l'habitude de ressentir peut-être dans certaines préparations ou crèmes. Il y a presque un côté un peu médicinal, c'est des choses que voilà, cette fraîcheur est présente dans un certain nombre de préparations. Oui, il y a un côté connu. Et un côté connu, absolument. Et de pouvoir aller dans cette dimension, la côté connu, avec cette deuxième note là, un peu suave, un peu fraîche, mais dans quelque chose de connu. Et ce quelque chose de connu peut installer une base départ qui va te permettre d'aller chercher une troisième étape. Cette troisième étape, c'est de pouvoir projeter cette odeur dans un autre lieu. Et ce lieu, je vais te l'indiquer, c'est l'Inde. Ce sont des odeurs qui sont aussi utilisées dans certaines épices, des préparations que l'on va utiliser pour masser la personne, pour aller du côté du bien-être, et juste de pouvoir laisser cette dimension indienne être là dans les vécus, dans les sensations, qui vont aussi ouvrir vers des rencontres, des histoires, peut-être même des histoires familiales, des vécus, des connivences. Et il y a une personne indienne que tu as pu rencontrer dans ta vie à un moment donné qui a installé un certain nombre de principes. Et l'un de ces principes avait à voir avec les émotions. Et cette personne a dit un jour, lorsque tu ressens une émotion, tu es dans le juste de ce que tu es en train de vivre. Et de laisser maintenant une émotion associée à cette fraîcheur, à cette dimension du connu, qui installe une base de sécurité, qui permet à la fois d'aller visiter autre chose et aussi de pouvoir revenir à soi, dans son histoire, dans ce que l'on a vécu, laisser l'émotion être présente, et tu es dans le vrai de ce que tu es en train de vivre. Et cette notion de vrai, au travers d'une émotion ressentie, peut être présente dans l'ensemble du corps. Une émotion, c'est avant tout un ressenti corporel. Ce qui va être intéressant, c'est la manière dont ce ressenti-là, corporel, peut non seulement être installé, mais qu'il peut aussi s'installer complètement comme quelque chose qui va accompagner. L'ours dont tu parlais tout à l'heure peut être à la fois une présence ponctuelle, cela peut aussi être une force, une protection, qui peut s'installer et se vivre à hauteur où cette émotion peut être là, en lien avec cette base de sécurité, ces liens personnels qui peuvent être là, la fraîcheur d'un moment, quelque chose qui s'installe dans un mouvement un peu plus connu. Et de simplement laisser les choses être ce qu'elles sont, et de pouvoir les retrouver chaque fois que tu le souhaiteras, en simplement ressentant 1, 2 ou 3 gouttes de cette histoire, de cette fraîcheur, de cette base de sécurité, en lien avec le végétal, qui permet de pouvoir à la fois construire un ailleurs, de revenir à soi, de laisser l'émotion du vrai être là, et de laisser cette notion de vérité être tout à fait présente à l'intérieur du corps. Comme si les choses se réorganisaient, et comme si là, quelque part, cet ours était là comme une forme de bienveillance, voilà, particulière. Ok. Donc, très sympathique cette expérience. Et donc, en fait, après, tu vas être obligé de me donner ce flacon, puisque si j'ai bien Avec compris, c'est plaisir. comme une encre qui Absolument. me permet à chaque fois que je vais le respirer de retourner dans cet état-là. Donc, ça va devenir un outil d'auto-hypnose, en fait, maintenant. Absolument. Derrière, je propose aux patients de s'en servir comme de l'auto-hypnose.
Et donc il va y avoir, alors parfois ce sont les histoires ou les choses à travailler qui vont me guider vers une huile essentielle. Parfois je donne le choix entre, généralement c'est 3 huiles essentielles à la personne et simplement de me dire celle avec laquelle la personne souhaite travailler. Et derrière on va faire un travail corporel et métaphorique derrière. Et puis parfois il y a des ancrages particuliers qui sont associés à des auteurs. Je voulais t'emmener particulièrement vers la culture indienne. Bah, c'est très sympathique. Et J'apprécie beaucoup. voilà, j'ai hésité d'aller vers une huile qui aurait été plus marquée. Et en même temps, lorsque c'est trop marqué, ça envahit beaucoup trop. L'idée est quand même d'amener une certaine Alors, Levons le subtilité. mystère, c'était une huile de quoi? Niaouli. Je ne connais pas ce nom. En fait, c'est une huile que l'on va notamment utiliser dans la période qui est la nôtre actuellement, c'est-à-dire pour tout ce qui est rhume, etc. On connaît beaucoup le Ravinsara pour pouvoir améliorer les capacités de lutte contre un certain nombre de virus qui peuvent être là, etc. Le niaouli a aussi les mêmes propriétés. D'accord, c'est une plante en fait Donc, au départ, c'est ça? oui, et qu'on va utiliser dans les situations de rhume, de virus qui traînent et qui a ces capacités particulières. Alors moi, j'aimerais bien te poser une question aussi sur la suggestibilité. La suggestibilité, c'est donc la capacité qu'on a chacun à entrer en hypnose. On en est où de cette histoire de Est-ce qu'on a un peu percé le mystère de savoir qu'est-ce qui fait qu'une personne est suggestible et une autre moins? C'est un vieux loup de mer, ça. C'est le Loch Ness. Bah, je demande au vieux loup de mer, alors. Je vais donner une réponse. En fait, je vais élargir un peu la suggestibilité. En fait, c'est la capacité, c'est la notion d'influence qui va être là. Être suggestible, c'est une certaine porosité à l'influence que peut exercer un contexte ou une personne sur soi. Et effectivement, dans les années 60, lorsque on a voulu monter les premières échelles d'hypnotisabilité, on a pris le facteur qui avait été identifié à l'époque comme étant celui que l'on retrouvait forcément dans toutes les pratiques d'hypnose, c'était la suggestion. Et il se trouvait que la suggestibilité répondait assez bien à la capacité de quelqu'un à pouvoir entrer en état d'hypnose. Et donc effectivement, depuis maintenant 70 ans, on se dit, mais c'est lié à quoi en fait cette suggestibilité? La réponse est une réponse plurielle, c'est-à-dire on ne peut pas dire, voilà, c'est ça et ce n'est que ça. Mais on sait qu'il y a effectivement des facteurs psychologiques qui interviennent, des facteurs d'âge qui vont intervenir, et des facteurs neurophysiologiques qui vont intervenir, notamment la taille du corps calleux. Il y a des facteurs cognitifs, ça a un lien avec la mémoire de travail. Il y a des liens aussi avec l'histoire de vie et la capacité d'une personne à avoir été manipulé. En tout cas, dans une influence pas toujours positive dans son environnement. Et donc, il y a comme ça toute une constellation de facteurs qui vont intervenir sur l'hypnotisabilité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est le loup de mer, c'est le loup blanc, c'est le Loch Ness. C'est-à-dire qu'en termes de recherche, ça revient de façon très, très régulière. On essaye à chaque fois, on fait mine à chaque fois de se dire ça doit être lié à une chose. En fait, c'est une constellation. Donc en fait, ça veut dire que quelqu'un qui est peu suggestible, qui n'arrive pas à entrer en hypnose, peut en fait travailler la mise en hypnose, puisqu'il y a forcément un des facteurs qui peut se modifier et donc son hypnosabilité s'agrandir. Oui, théoriquement, ça peut effectivement s'entraîner, mais il y a quand même une donnée qui me paraît importante, qui est que c'est la question du besoin, en fait. C'est-à-dire que les trans, personne n'en a dans l'absolu besoin, puisque la capacité à être en transe est là chez tout le monde. Donc, dès lors, effectivement, que chacun peut vivre des trans spontanées, ou bien que la personne est simplement capable de pouvoir s'émerveiller, comme on le disait tout à l'heure, devant un paysage, ou de se laisser absorber par une fragrance, et puis de laisser une évocation être là. Si la personne n'a pas besoin d'aller plus loin vers quelque chose qui va être ordonné, avec un inducteur, etc., pourquoi le ferait-elle ? Et en particulier, une étude que j'avais menée il y a quelques années était de montrer que les gens qui étaient les plus facilement et rapidement hypnotisables étaient aussi celles qui avaient les histoires les plus carencées. C'est-à-dire que plus l'histoire est carencée, plus la personne a besoin d'aller chercher dans un espace transitoire mêlant sensorialité et imaginaire une façon de pouvoir repenser, revivre, recréer sa vie. Une personne qui a la chance d'avoir une vie avec évidemment des heurts comme tout à chacun, mais qui finalement a su s'adapter et qui, dans une vie correcte, avec une histoire correcte, n'a pas besoin en fait de cet espace-là, parce que finalement, quand il aura besoin de s'adapter à une situation un peu compliquée, au travail, dans la famille, les ressources seront présentes. Et donc, il n'y a pas besoin de faire appel comme un objet extérieur à ces phénomènes de transe pour que
les choses soient présentées. Donc on peut tout à fait entraîner la suggestibilité, mais la question est, est-ce que la personne a réellement besoin de la suggestibilité? Alors pour finir cette émission, j'ai une question sur le son de la tomate. Parce qu'il y a ça dans ton livre, alors je ne sais plus à quelle page, voilà, page 90. On parle du son de la tomate. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Eh bien, pas du tout, parce que je me Pas souviens du plus tout. du tout. C'est dans la pratique Koto-tama. Ah oui, oui, qui est une pratique. Ah oui, oui. Alors c'est une pratique pour le coup que je connais moins bien. Ce sont mes collègues de l'Université de Liège et notamment Audrey Van Odenoise avec qui je travaille beaucoup, à la fois en termes de recherche, mais aussi avec qui j'échange beaucoup sur ces questions-là. Et ils ont effectivement ils étudient notamment en tant que phénomène de transe cette pratique qui est la pratique donc Kototama, mais qui est une pratique en fait qui est très spécifique. Il y a une personne qui a monté sa pratique elle-même. Et je ne vais pas suffisamment à Liège, D'accord. mon grand Tu peux désespoir. rien nous dire Pour sur le son de connaître la tomate alors? suffisamment, Eh bien, il faut ça. lire le livre, c'est page Voilà, 90. absolument. Donc, on a un vrai cours d'hypnose, de tous ces états non ordinaires de conscience dans ce grand livre des trans. Alors, du coup, si j'incorpore et j'intègre tout ça, c'est comme si j'avais fait le DU d'hypnose ou pas alors? Les 140 heures du DU d'hypnose, moins le Alors, mémoire. la première forme du DU d'hypnose, oui. Il y a aussi évidemment des mises en pratique qui n'y sont pas, des interactions qui n'y sont pas. Et là, je suis en train de revoir en fait la forme du DU d'hypnose. Donc, les gens qui viennent s'inscrire à ce DU d'hypnose, Mm. c'est souvent des professionnels en fait, de santé qui ont une pratique de psychothérapie. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en fait? Il y a deux types, de demandes, en tout cas pour les parcours que l'on, voilà, qui ont participé au DU, parce qu'en fait, on a une trentaine de places, donc on en prend entre 25 et 30 suivant les années, mais on a aux alentours de 200 demandes par année. Donc, sur les 25 à 30 que l'on prend chaque année, il y a globalement deux types de demandes. Il y a les personnes qui sont dans une pratique déjà installée, qui parfois d'ailleurs sont plutôt en fin de carrière, même s'ils vont faire autre chose derrière, et qui ont envie de poser des mots en fait sur ce qu'ils ont vécu, sur leur façon de voir les choses, sur ce qu'ils pratiquent, c'est-à-dire qu'ils veulent aller plus loin dans la compréhension des mécanismes, parfois pour un savoir intellectuel, parfois aussi pour améliorer leur pratique. Et puis il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont celles qui ont envie de pouvoir, enfin qui découvrent plutôt, je vais le dire comme ça, que la transe, ce n'est pas que la transe hypnotique, la transe, ce n'est pas que la transe de méditation 6 en fond, ce n'est pas que la respiration holotropique, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'il y a un S en fait à transe et de se dire waouh, qu'est-ce qui finalement existe dans cet éventail-là et en quoi la connaissance d'autres pratiques ou des études portant sur ces pratiques-là peut aussi me permettre de pouvoir aller vers d'autres chemins. Parfois, c'est des chemins personnels, il y a des changements de vie qui sont vraiment très surprenants chez les personnes qui viennent au DU. Je ne prétends pas du tout qu'il est thérapeutique, hein, mais c'est vrai que parfois, chez certaines personnes, régulièrement, tous les ans, il y a des personnes qui vraiment se transforment humainement. C'est-à-dire que ça ouvre des directions dans lesquelles ils n'étaient pas du tout allés jusqu'à présent. Parfois, c'est même identitaire. Et puis, donc, ils vont s'ouvrir donc vers d'autres pratiques et en se disant, est-ce que, du coup, je peux apprendre d'autres phénomènes, d'autres personnes, d'autres pratiques et aller moi-même, en fait, vers d'autres champs qui ne sont pas encore connus. Alors, on a encore 2 minutes. Moi, j'aimerais bien parler quand même de la transe estatique, c'est-à-dire la transe qui nous emmène dans un état d'extase. Et que veux-tu que je t'en dise? Est-ce que tu as expérimenté ce genre de choses? En fait, c'est la personne elle-même qui va qualifier ça. Oui. C'est-à-dire que c'est en ça où, du coup, je t'ai renvoyé la question. C'est-à-dire que la transe extatique, c'est une transe dont la dimension extatique est en fait définie par le sujet, mais qui ne correspond pas à une technique ou une pratique particulière. Lorsque personne a connu cette transe extatique, elle a l'impression d'une ouverture. Généralement, c'est une ouverture plutôt transcendantale, plutôt qu'une ouverture interne qui va être là. Et donc les questions que je pose en fait après, c'est ok, vous avez eu l'impression d'ouvrir des portes, en tout cas c'est votre vécu. Maintenant, comment est-ce que vous choisissez d'aller de l'autre côté? C'est pas tout d'avoir tout d'un coup mis un pied de l'autre côté, mais est-ce que vous souhaitez y retourner? De quelle façon vous souhaitez y retourner et pour y faire quoi? Donc j'aurai une réponse qui est une réponse absolument factuelle. Et qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie? Et qu'est-ce que vous avez compris? Et comment vous le mettez en application, etc. En ayant toujours un regard sur est-ce que la personne n'est pas trop déstabilisée par ce qu'elle a vécu? Parce que, encore une fois, les trans ne sont pas forcément des trans qui sont toutes positives, même si majoritairement elles le sont, mais elles ne sont pas toutes positives. Elles peuvent être profondément déstabilisantes pour une personne, extrêmement impactantes. Et la question, elle est effectivement, d'une part, comment ça a été reçu? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui peut être travaillé dans la façon dont ça a été reçu? Et quoi faire finalement de cette expérience? Ou plutôt, elle ouvre sur quoi? Et la transe médiumnique, alors, c'est-à-dire la transe qui permet de plus largement
d'avoir des éléments de télépathie ou... Alors, tu as reçu Renaud Évrard, Oui, ici, qui absolument, intervient au début tout à justement fait. là-dessus. Et c'est vrai que souvent, les personnes sont très, très surprises par les cours de Renaud. C'est en découvrant qu'en fait, il y a plein, plein de recherches scientifiques derrière. Et Donc qu'on on a n'est une pas émission dans... qui s'appelle de mémoire, je ne sais plus, C'était sur la Hypnose profonde. je pense, c'était Ouais, avec Daniel hypnose Goldschmidt profonde, oui, aussi. tout à fait. Ouais, ouais. Et donc, du coup, j'ai oublié ta question, mais Eh sur bien, la qu'as-tu à dire transmédiumnique. de la transe médiumnique dans la mesure où la transe peut justement ouvrir sur quelque chose de plus grand que soi, puisqu'on va pouvoir avoir des éléments d'information. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le thérapeute en se mettant en transe, c'est bien pour avoir plus d'informations. En fait, pour ma part, en fait, je vais m'arrêter à la question de l'intuition. C'est-à-dire, effectivement, en quoi ces éléments, en quoi ces pratiques plutôt, donnent des informations pour lesquelles la personne se dit je n'avais pas de base pour pouvoir connaître ça ou pour avoir l'impression ou le ressenti de ça, et pourtant c'est venu jusqu'à moi. Ensuite, le contexte de médiumnité et le lien de médiumnité, là pour le coup je vais renvoyer aux écrits de Renaud parce qu'il est beaucoup plus spécialiste que moi, et très honnêtement jusqu'à présent, mais encore une fois je ne suis pas un hyper spécialiste là-dessus, mais les personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai travaillé sur ces dimensions de transmédiumnique, en dehors de la dimension intuitive, le reste était beaucoup plus lié à une conviction personnelle qu'à autre chose. Voilà. Avec la précaution, encore une fois, que je ne suis pas un hyper spécialiste comme Renaud de ces questions-là. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup de Merci cette pour ton interview. invitation. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, le mot de la fin? Un merci franc et sincère. Bon, bah, très bien. Mm. Eh ben, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. On se retrouve dans toutes les émissions, les Virtuoses de l'hypnose. Maintenant, il y a 30 émissions. Donc, vous pouvez circuler, revoir des émissions. Elles sont toutes en ligne. Donc, je vous recommande, bien sûr, le grand livre des trans, où on est transporté dans plein de petits mondes différents, puisque chaque écrivain a des expériences, un art de faire, un art de pratiquer spécifique. C'est un ouvrage kaléidoscope, en effet. Et du Il y en coup, aura bientôt un deuxième, ouais. alors je crois, non, qui est dans le J'aimerais tuyau, bien, parce que bien écrire la suite. bien qu'il y a 672 pages, on n'a pas fini. Non. Non. Il y a des choses qui y sont moins, notamment toutes les trans en lien avec le sport ou même la dimension artistique qui est un peu, mais j'aimerais aller beaucoup plus loin dans l'artistique, et j'aimerais aussi aller beaucoup plus loin dans la question des pratiques. Là, elles sont présentées, mais en dehors d'un ou deux chapitres, en fait, on n'est pas rentré vraiment dans le mode opératoire pour aller vers les processus de changement. Donc, effectivement, si mon éditeur y consent, le volume 2 sera là-dessus. Et donc, je vais repartir avec ma petite huile essentielle. Absolument. Merci beaucoup, Antoine. À Bonne fin de bientôt. journée. Bientôt.